Donc si on essaye maintenant de tirer un peu le bilan de ces jours de colère, hein, échec ou succès de cette occupation, alors évidemment c'est toujours la bouteille moitié vide, moitié pleine, mais il semble quand même, alors dans un premier temps, un certain échec. On a probablement autour de plus d'un millier d'arrestations. Les mineurs, suite à une négociation avec un certain nombre de proviseurs, se sont vus garantir l'absence de poursuites judiciaires, hein. Ils ont simplement été enregistrés. Ils feront l'objet d'une surveillance au cours des prochains mois. En revanche, donc on a probablement un millier de manifestants qualifiés pénalement d'émeutiers, donc passibles au maximum d'une peine d'emprisonnement de 10 ans, dont là le sort est beaucoup plus incertain. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, au sein de ce millier d'émeutiers, selon leur qualification pénale, combien de combattants aguerris. Hein, je le disais tout à l'heure, probablement les combattants les plus professionnels n'étaient pas à Polyou, en tout cas ne se sont pas fait interpeller, et donc les forces vives des combattants restent toujours actives. On l'a vu aussi justement dans ces manifestations violentes de soutien à travers la ville dans la nuit du 18 au 19, que des frontliners, des milliers de frontliners restent mobilisables. Donc de ce point de vue-là, le coût militaire de l'intervention policière restera probablement limité. Euh, Cela dit, on a vu, suite à ce siège, s'enclencher une nouvelle séquence politique qui, au moins dans un premier temps, sera moins militante, hein, au sens combatif du terme. Et cette séquence politique qui vient de s'enclencher témoigne, tend plutôt à valider l'hypothèse d'un succès de la mobilisation, puisqu'on a eu une victoire massive des candidats autoproclamés pro-démocratie, et donc une validation du mouvement de protestation, d'autant plus significative que ce succès électoral, dont l'ampleur a surpris les Hongkongais, mais évidemment aussi Pékin, l'ampleur de ce succès est intervenue suite, juste en conclusion, d'une des séquences les plus violentes de la mobilisation depuis le mois de juin. Donc là, on peut y voir très clairement une marque de soutien populaire, et là populaire dans tous les sens du terme, y compris au sens multiclassiste du terme, puisque si on regarde la cartographie électorale, on voit bien que tous les quartiers de Hong Kong ont massivement voté en faveur de ces candidats pro-démocratie qui avaient affiché un soutien très explicite aux manifestants de Polyou. Et d'ailleurs, le premier geste fait par les nouveaux élus a été de se rendre à Polyou en soutien aux étudiants. Et pour avoir interviewé un certain nombre justement des équipes électorales de ces candidats pro-démocratie, eux très explicitement soulignaient leur soutien à Polyou en insistant que c'était le dernier bastion de la contestation, sans aucune critique explicite du recours à des modes d'action violents, hein. Donc toujours cette culture du consensus. Et en ça, donc on a eu plutôt une phase, on peut en conclure que du point de vue de la population hongkongaise, les enfants, comme toujours, comme depuis le début du mouvement, étaient en première ligne, ont fait des sacrifices qu'il faut maintenant bâtir, honorer ces sacrifices. Et c'est à ça qu'ils vont s'employer politiquement dans les prochains mois. Ce qui va évidemment créer des désillusions, puisque pour l'instant, l'exécutif hongkongais est derrière Pékin, semble absolument réticent à répondre aux fameuses 5 demandes du mouvement, notamment l'ouverture d'une enquête sur les violences policières, mais surtout structurellement l'octroi du suffrage universel. Donc ces élections ont créé un espoir, ont validé, ont ressoudé la population autour des manifestants, y compris des plus combatifs, et probablement ces électeurs et les protestataires de manière plus spécifique vont se heurter à un mur. Donc à moyen terme, on peut envisager une résurgence, peut-être même encore plus massive, de la contestation. Donc dans l'esprit des protestataires et des sympathisants du mouvement, les manifestations dures, hein, les aspects les plus combatifs du mouvement sont pensés en symbiose avec un processus politique, hein. C'est un mouvement qui affiche
ses convictions démocratiques, hein, parfois de manière peut-être un peu simpliste. On a parfois l'impression d'un mouvement sorti tout droit de l'après-guerre froide, un retour aux années 90 avec son emphase sur ses valeurs civiques, son esprit droit de l'homiste. Mais il faut bien voir que dans le contexte actuel, l'articulation d'un discours progressiste, de gauche pour faire vite, est absolument strictement indicible, hein. Ces manifestants, parfois leurs familles, lorsqu'ils les soutiennent, se situent dans un combat anticommuniste au sens strict, c'est-à-dire au sens d'un affrontement avec le Parti communiste chinois voué aux gémonies. Littéralement, on a des posters qui réclament des sanctions divines contre le Parti communiste, qui appellent à ce que le Parti communiste chinois finisse en enfer, donc avec une rhétorique anticommuniste extrêmement dure, adossée donc à ce discours pro-démocratie, parfois voilà, d'un simplisme un peu surprenant. Dans ce cadre-là, les élections qui se sont récemment tenues étaient appelées de leur vœu par un grand nombre de protestataires et de sympathisants du mouvement, hein. On sent quand même que le recours à la violence est perçu comme un dernier recours, y compris par ceux qui s'y adonnent. Et donc, depuis plusieurs semaines, j'entendais un certain nombre de soutiens du mouvement, y compris de certains engagés dans des actions violentes, réclamer, enfin espérer que les élections puissent se tenir pour au moins contribuer ponctuellement à une désescalade. Donc très clairement, ces manifestants restent quand même centrés sur un agenda réformiste avec une croyance profonde dans la vertu de l'électoralisme, hein. Cela dit, ce que ce succès électoral a validé, c'est l'adhésion massive de la population hongkongaise, toutes catégories sociales confondues, pour les 5 demandes centrales du mouvement. Donc le retrait définitif de la loi anti-extradition qui a été actée en septembre, mais dont un certain nombre de manifestants craignent toujours qu'elle revienne par la fenêtre, la demande d'une commission d'enquête indépendante sur les violences policières, l'amnistie de tous les protestataires interpellés depuis le début du mouvement en juin, le suffrage universel et enfin la suspension de la qualification des protestataires comme émeutiers. Ces 5 demandes, hein, dont on voit bien qu'un certain nombre ont émergé de manière organique dans le cadre du mouvement lui-même, pour l'instant s'opposent à une fin de non-recevoir de la part de l'exécutif hongkongais, ce qu'on pourrait imaginer comme sortie de crise à court terme. En tout cas, pour l'instant, la réponse de Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, ne va pas dans ce sens-là. Ça serait l'annonce d'une commission d'enquête sur les violences policières qui permettrait de botter en touche et de jouer probablement sur le délai qu'impliquerait nécessairement la formation d'une telle commission, hein. Donc probablement un geste qui engagerait pas grand-chose, mais qui reviendrait néanmoins à acter une défaite vis-à-vis de cette mobilisation à la fois dans les urnes et sur les campus. Les manifestants hongkongais, c'est probablement un des points d'incompréhension, voire de contentieux avec les milieux progressistes internationaux, se sont cherchés et parfois même trouvés des alliés peu recommandables. Il est quand même frappant que ce soit en Angleterre, avec des soutiens au sein du Parti conservateur, ou aux États-Unis, dans la frange la plus dure du républicanisme, on trouve donc des soutiens très actifs, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain hongkongais. Et il était quand même frappant de voir sur le campus occupé, notamment dans la soirée du 16 au 17, 2 pasteurs de l'Infinity Bible Church du Bronx venus apporter leur soutien aux occupants de Polyou. Voilà le pasteur William Devlin de cette église fondamentaliste qui s'est fait une spécialité de ses interventions et de ses projets missionnaires dans les zones de conflit en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Et donc au milieu de ces manifestants occupés à renforcer leur position ou déjà à affronter la police, on voyait ces pasteurs prêcher la liberté, en
tout cas telle que l'entendent la frange la plus dure des républicains, dans une logique vraiment d'exportation d'un agenda impérialiste américain, hein, très explicitement, tout en faisant en même temps leur autopromotion et celle de leur page Facebook, avec un succès quand même mitigé auprès des manifestants, puisqu'ils étaient essentiellement entourés de journalistes hongkongais, les occupants eux-mêmes se désintéressant visiblement de ces visiteurs à la présence incongrue. Alors, sans avoir de discours religieux ou spiritualistes explicites, y compris dans les hommages aux martyrs, hein, on n'a pas de martyrologie faisant référence à quelque tradition religieuse que ce soit. Néanmoins, on a quand même une contribution de certains milieux religieux, de certains groupes constitués religieux à la mobilisation. C'est particulièrement le cas des catholiques hongkongais. Un certain nombre d'évêques ont apporté un soutien explicite au mouvement. J'ai moi-même pu rencontrer des fidèles participant au mouvement de diverses manières, en lui fournissant logistique, en proposant de cacher des jeunes protestataires après les manifestants, et de ceux que j'ai pu rencontrer, notamment l'une d'entre elles, avec un discours parfois explicitement religieux sur l'esprit de sacrifice, des références à la passion christique et à la manière, y compris avec un esprit d'appropriation assez créative, sur la manière dont les suicidés du mouvement, puisqu'on a un certain nombre, une dizaine, on pense de suicider au statut incertain, hein. Certains manifestants pensent qu'ils ont en fait été exécutés par la police, ensuite que leur mort a été maquillée en suicide. Mais donc cette informatrice catholique me suggérait qu'en fait ces suicidés étaient comparables au Christ par leur sacrifice pour le mouvement. On voit aussi dans l'iconographie du mouvement parfois s'afficher, hein, c'est pas systématique, mais ça a pu apparaître sur certains posters, des dieux du panthéon chinois s'afficher et afficher leur soutien au mouvement flottant dans les cieux au-dessus des frontliners. Bon, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ces références, mais on a là quand même un imaginaire spirituel qui infuse le mouvement sans être non plus décisif au point qu'on puisse voilà, y voir réellement une mobilisation religieuse explicite.